Vous écoutez le podcast Parlons Livre Photo, présenté par Julien Gérard. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Parlons Livre Photo. Je suis Julien Gérard et je suis aujourd'hui à Marseille avec James Chevreuil, photographe et auteur du livre Les Chevaux du Vent. James est un passionné de photographie. Son appareil photo l'accompagne dans toutes ses activités, tant personnelles que professionnelles. Photographe nature, aussi bien sur terre que sous l'eau, il a participé à de nombreux festivals tels que Montier-en-Der, le Festival de la Somme, la Galicie, Trierenberg en Autriche, désolé pour la prononciation, mon autrichien me fait défaut. Ces photos sont fréquemment publiées dans les magazines tels que Subaquois, Scuba People, Géo ou Chasseur d'images. Bonjour James. Bonjour. Alors c'est une présentation très rapide, tu peux me la compléter un petit peu, tu peux nous parler de toi, de ton parcours. Avant d'enregistrer, on parlait de l'Afrique aussi. Oui, je suis, on va commencer par le début, un ancien pharmacien, mais je n'ai pratiqué la pharmacie que 10 ans et dans le cadre du travail pour des laboratoires, dont 7 ans en Afrique noire. Donc voilà, ça c'est réglé. Et pour la photo, comme tu l'as bien dit, je m'en suis aperçu plus tard, mais c'est vrai que ça m'a toujours accompagné. La photo aussi bien sous l'eau, sur terre, même dans les airs. Et maintenant, comme je suis à la retraite, c'est une véritable passion. Et donc, j'en fais de plus en plus. Alors, on va revenir sur ton passé de pharmacien. J'aime bien parler un petit peu des gens et présenter les auteurs des livres aux auditeurs. Et en plus, ton passé de pharmacien est sympa. On en a un petit peu parlé avant de commencer l'enregistrement. Ça te dérange pas ? Non, pas du tout. J'ai pas honte d'être pharmacien. Non, mais il y a des gens qui n'ont pas envie de mélanger leur personnalité photo entre guillemets et leur vie professionnelle. Ça m'intéresse parce que, comme je te le disais, j'ai vécu au Bénin et toi aussi tu as habité au Bénin dans les années 70, donc si je dis pas de bêtises, ainsi qu'au Togo et à Douala. Parle-nous un petit peu de cette époque. Eh bien, j'étais nommé par un laboratoire spécial à l'époque, et puis l'année d'après, je suis passé chez Merck Sharp & Dohme, qui sont des grands laboratoires, et qui m'avaient nommé sur l'Afrique centrale. Donc j'ai eu au cours des années des changements de secteur, mais c'est vrai que j'ai habité à Cotonou 2 ans, 3 ans, et à Douala. Et je circulais sur tous les pays d'Afrique centrale, y compris le Togo-Bénin, si on peut les rattacher à l'Afrique centrale. Et tu allais souvent en brousse, tu me disais, tu faisais la tournée des dispensaires ? J'allais le plus loin possible, là où on ne m'avait pas dit d'aller, parce que ça me plaisait d'aller au fin fond de la brousse. Quelquefois, ça me provoquait des petits ennuis, notamment un jour où je suis rentré dans un camion en essayant de le doubler sur une piste. Et où mes freins, il n'y en avait plus, ils m'ont lâché. C'est gênant. Voilà, donc je suis retourné en arrière. C'est très très gênant et pas du tout facile quand on n'a plus du tout de freins. Mais je suis retourné dans le village d'où je venais. Et là, il y a toujours un forgeron en Afrique, c'est magique, qui vous soude ou qui vous tortille un tuyau de liquide et qui m'a permis de repartir sur des freins sur 3 roues au lieu de 4, quoi. Ouais, ça marche quand même. Ça marche quand même. Non, mais j'aimais bien l'Afrique, j'aimais bien aller le plus loin possible, voir les dispensaires de brousse. C'est pas forcément ce qu'on me demandait, mais bon, j'étais assez libre puisque à 10 000 km de la capitale et je gérais mon secteur. D'ailleurs, j'ai terminé directeur Afrique centrale. D'accord. Tu faisais déjà des photos à l'époque ? Alors, je faisais des photos, j'ai quelques albums, enfin, c'était pas en permanence, mais j'en ai fait pas mal, ouais. C'était déjà une passion ou pas encore à ce moment-là ? Je ne sais pas si on peut appeler ça passion, disons que j'aimais ça et j'en faisais, mais sans but. Donc quand ça devient une passion, on finit par avoir un but, on se dit tiens on fait une série ou on en fait un livre. Mais c'est vrai que j'en ai toujours fait.
même pour remonter un peu plus loin, quand j'avais une vingtaine d'années, je faisais de la chute libre et j'avais déjà attaché un appareil photo sur ma main gauche. J'avais un ami, lui, qui avait une caméra sur son casque et on se photographiait mutuellement en chute libre. C'était assez sympa, quoi. Après l'enregistrement, j'allais te demander si tu as une photo de toi pour illustrer, pour le visuel qui illustre l'épisode du podcast. J'aimerais bien une photo de toi en chute libre, ça serait marrant. Ah ouais, J'ai pas ça encore. J'en ai une très belle au-dessus des nuages. On avait sauté d'assez haut et il y avait une couverture de nuages qui n'était pas forcément exactement en dessous de nous, puisque on préfère sauter dans un trou de nuages pour savoir où on va atterrir. C'est mieux. Mais sur la photo, on est vraiment au-dessus des nuages, quoi. Non, elle est très chouette, cette photo. Enfin, j'en ai plusieurs de cette série-là, mais... Je te laisserai choisir. Ouais, je t'en filerai. Tu es plutôt photographe orienté vers tout ce qui est nature, animalier. À l'époque, quand tu vivais en Afrique, tu cherchais déjà un peu les animaux avec ton objectif ou non, pas encore à cette période-là? Oui et non. Enfin, disons, je vais résumer mon activité. Je la résume dans la série reportage très vaste. Je veux dire, quand je photographie mes petits-enfants, c'est du reportage. Ils posent pas, c'est pas dans un studio. Quand je photographie des animaux, c'est du reportage. J'essaye de trouver le bon moment, la bonne lumière, le bon angle. Et donc, je n'interviens pas dans les photos. Je serais incapable de faire des photos de studio. Donc, je n'interviens pas, je guette les événements, les animaux ou les personnages, et je fais mes photos. Donc, ceci dit, oui, je traînais souvent dans les marais. Je me souviens que j'ai eu une très belle série qui est toujours valable. C'est des diapos, mais elles sont encore bonnes. Des accouplements de crapauds dans des étangs au mois de mars, dans la région de Nantes. Et je faisais déjà de la photo animalière, mais moi-même en cherchant les animaux comme ça. Alors que maintenant, je fais plutôt ce qu'on appelle des stages photos. Donc, on est dans des affûts flottants. J'y vais là dans 15 jours. Et on s'approche des animaux des marais en se cachant dans ce qu'on appelle un affût flottant. C'est-à-dire qu'on marche dans l'eau, mais on est camouflé par une espèce de toile de tente qui est soutenue par un engin flottant, quoi. Et tu fais ça en France? Oui, je vais dans la Dombes. C'est entre Lyon et Bourg-en-Bresse, où il y a à peu près plus d'1 millier d'étangs, qui sont artificiels, mais qui sont devenus naturels. C'est les moines, je ne sais plus, au XVIIIe siècle, je crois, qui ont créé ça, parce que c'est un terrain argileux, donc qui retient l'eau. Et ces étangs sont non seulement devenus naturels, parce que les herbes ont poussé, les animaux se sont arrêtés, ils ont nidifié là, ils repassent tous les ans, etc. Mais ces étangs, ils servent à quelque chose, ils sont toujours en fonction. D'abord, ils sont tous en relation les uns les autres. Donc il y a des espèces de, je ne sais plus comment ça s'appelle, des petits barrages qui permettent de diminuer ou d'augmenter le niveau de l'eau. Et ce sont des étangs pour les élevages de carpes essentiellement. Des brochets aussi quelquefois, mais c'est surtout de la carpe. Et j'ai assisté au vidage d'un étang. C'est assez passionnant. Ils enlèvent pas mal d'eau et puis après ils tirent un filet qui est tenu aux deux extrémités par des types, et ils rétrécissent l'espace qui appartient aux carpes, et là ça finit par grouiller, ils n'ont plus qu'à les ramasser, et ils les mettent dans un camion. Camion qui est d'ailleurs avec des gros fûts pleins d'eau, et ils transportent les carpes vivantes. D'accord. Et c'est intéressant. Et puis je fais en Camargue aussi, les affûts flottants. Mais là, il n'y a pas toujours assez d'eau. On touche le sol. Oui, on le touche même beaucoup. On pousse l'affût alors que c'est lui qui devrait nous supporter. Mais bon. Alors avant d'arriver à tes aventures de photographe d'aujourd'hui, on va un petit peu aller plus loin dans le passé. Donc on a parlé de l'Afrique. Avant l'Afrique, tu dis que tu as toujours fait des photos, tu as toujours eu un appareil photo. Ça remonte à quand? Avant l'Afrique, tu as commencé quand à peu près Avant l'Afrique, là j'en faisais. Il y avait la partie parachutisme, où là je faisais de la photo en chute libre, parce qu'après c'était mes études de pharmacie. Donc moi je suis parti en Afrique en 72. J'ai travaillé 2 ans pour un laboratoire en France à partir de 70, et j'ai été diplômé en 67. Bon, la photo,
j'ai pas fait grand-chose en photographie avant l'Afrique, mais j'en ai fait. Les photos de grenouilles ou des choses comme ça. Et t'as un appareil photo dans les mains depuis quel âge? Difficile à dire. J'ai eu le petit boîtier carré, là, comment il s'appelle, Brownie Flash, ou je ne sais quoi, je me souviens plus. Mes parents m'avaient offert, mais bon, c'est né doucement. Hein. Je me suis pas mis à courir après les animaux d'un seul coup, mais je faisais des photos comme tout le monde, de famille et tout. Mais du plus loin que je remonte, du côté de 16, vers la vingtaine d'années par là. D'accord. Parce qu'avant, c'est les études, c'est le lycée. On fait pas tellement de photos. Je vais reprendre ton expression. Du coup, 72, tu pars en Afrique, tu reviens. À partir de quand tu commences à courir après les animaux? Eh ben... T'aurais dû me poser la question avant, j'aurais recherché dans les archives. On n'a pas besoin d'une date très précise, hein, c'est juste pour avoir une idée un peu... Non, mais c'est relativement récent, les animaux. Si je compte les brames du cerf ou les stages dans la Dombe ou en Camargue, ça remonte à 6-7 ans. Avant, je faisais des photos. J'allais souvent aux USA parce qu'après la pharmacie, je me suis lancé dans les bijoux, notamment en turquoise. Donc la turquoise, c'est au sud-ouest des USA, donc le Nouveau-Mexique, Santa Fe, l'Arizona. Et là, je faisais des photos, mais comme ça. Je n'avais pas d'animaux spéciaux à photographier. Ça se prépare quand même, la photo animalière. Je faisais des photos des beaux paysages, un Grand Canyon, etc. Mais voilà, donc c'est vrai que la photo dite animalière, c'est plutôt il y a moins d'une dizaine d'années où je me suis lancé sérieusement là-dedans. Et tu te souviens de ton premier projet de photo animalière? Parce que tu disais que ça se prépare, donc c'est des projets. Non, quand je dis que ça se prépare, je suis un peu feignant, moi. Je fais des stages que les autres ont préparés. Je veux dire, j'ai malheureusement pas tellement de forêt dans le coin. Donc si on veut faire de la photo animalière, il faut se planquer, il faut savoir où sont les animaux, il faut y passer du temps et se cacher. Il y a ça, mais bon, à Marseille, je pourrais peut-être faire des trucs, mais je vois pas trop. Mais il y a ça, ou alors s'inscrire à des stages de photo animalière, où le type sait à peu près où il y a des animaux. On y va. Les affûts flottants, j'en fais beaucoup parce que j'aime beaucoup ça. Là, on est vraiment au milieu d'un étang. Les animaux ne vous voient pas. Enfin, les animaux, c'est des oiseaux en général. Ne vous voient pas et vous participez à la vie intime des oiseaux de l'étang. J'ai fait un article récemment sur le héron pourpré. C'est le plus beau des hérons. Et je me suis aperçu que j'avais une très très bonne série de photos sur des hérons pourprés, et notamment sur les petits hérons. Je guettais le nourrissage, les parents qui partaient, qui revenaient avec des grenouilles ou des poissons. Et je ne les dérangeais pas, ils ne me voyaient pas, j'étais au moins à 20 mètres. Et avec un télé de 500 mm, on fait ce qu'on veut. Donc ça, c'était chouette. Tiens, j'en parle rarement matériel dans le podcast, mais ça m'intéresse. Un photographe animalier, il a quoi dans son sac? Eh ben, il a du lourd. Lourd et cher. Et cher aussi. Et si on veut pas déranger les animaux, déjà, il faut être le plus loin possible. Contrairement, alors je fais une parenthèse, à la photo sous-marine que j'ai beaucoup, beaucoup faite, et là où il faut être le plus près possible. Alors là, c'est le grand angle, c'est carrément du 15 mm. Parce que si vous êtes un peu loin, même à 4-3 mètres dans l'eau, vous avez forcément... il y a beaucoup de particules dans l'eau. Et, j'ajoute autre chose, dans l'eau, dès que vous êtes au moins à 5 mètres, il n'y a plus grand-chose, les rouges ont disparu et tout. Donc la photo sous-marine, c'est essentiellement avec flash. Alors si vous donnez un coup de flash dans des particules, ça donne beaucoup de petits points brillants sur la photo. On ne voit plus le bestiau. Donc la photo sous-marine, c'est très près, avec un grand angle. La photo d'oiseaux ou d'autres animaux, ou de cerfs, c'est plutôt plus loin, le plus possible, caché, et avec si possible un 500 mm
quelquefois j'utilise un multiplicateur 1,4, ce qui me donne un 700 mm. Et il y en a qui font mieux, j'utilise des 800 et des 1000, mais enfin bon. Donc toi, tes objectifs, c'est de 15 mm à équivalent 700 avec le multiplicateur. Voilà, c'est à peu près ça. Ouais. Ah, ça fait Même 14 mm. Je dois avoir du 14. Alors, oui, on parlera des choix après, mais... Tu couvres un beau range. Ouais, ben c'est ça qui est intéressant. C'est bien, tu as parlé de photos sous-marines, j'allais y venir tout à l'heure. Bon, on va en parler maintenant. Tu t'intéresses particulièrement aux gros animaux marins, j'ai vu. Tu peux nous parler un petit peu de toutes ces rencontres avec ces animaux marins et puis pour le coup, proches, si tu les photographies de très près. Oui, c'est dans les 3-4 dernières années de mon activité de sous-marine où je me suis intéressé plus aux gros animaux. En fait, ça date du changement de système photographique quand on est passé du numérique, de l'argentique au numérique. J'étais pas très à l'aise en macro-photo. Or, j'en faisais beaucoup. Autrefois, j'avais un Ikonos qui pouvait faire des photos d'hippocampes nains qui sont minuscules, qui font 1 centimètre ou moins. Et j'ai un peu abandonné la macro. Et en plus, j'ai fait la rencontre d'un photographe, écrivain sous-marin. Et lui, il était très, très mammifère marin et requin. Donc tout ça, ça se passe beaucoup plus près de la surface. Bon, c'est pas désagréable. Et puis, on a plus de lumière. Donc c'est là où j'ai fait essentiellement de la photo de requins, de lamantins, de baleines, je vois un phoque là-bas et tout. Et voilà, des gros animaux qui sont souvent près de la surface. D'accord. Moi, je suis plongeur aussi, donc je sais que les requins, finalement, ils sont pas aussi méchants qu'on peut le lire ou l'entendre régulièrement. Néanmoins, tu t'approches vraiment très près. Ça doit être grisant, non? J'aime beaucoup les requins et bon, j'avoue que j'ai arrêté la plongée là, il y a quelques années. Enfin, il n'y a pas longtemps, mais j'ai arrêté. Et je me suis fait un grand plaisir parce que pour ma dernière séance, je suis allé du côté entre le Bahamas et la Floride. Là, c'est un petit voyage qui se fait en 2 étapes. Et où là, j'étais sûr de voir des requins, sûr d'être sous le bateau à 12 mètres de l'eau pure. Et donc, c'était un voyage où je savais ce qui m'attendait. Je l'avais déjà fait 2 fois. Et là, je me suis régalé. Et alors, je crois qu'il y a un requin-tigre qui savait que je partais, que j'arrêtais parce qu'il m'a fait plaisir. Bon, les requins-tigres, s'ils arrivent lentement vers vous, c'est qu'ils sont curieux. S'ils veulent vous bouffer, ils vont plus vite. Donc, il arrivait lentement vers moi, puis je me suis dit, celui-là, il va pas s'arrêter. Effectivement, il s'est pas arrêté. Donc, j'étais obligé de mettre la main sur son nez et de le pousser. Bon, le plongeur qui était à côté de moi, après, il m'a dit, non, tu ne l'as pas poussé, c'est toi qui t'es poussé. Bon, c'est vrai que le requin, il doit peser plus de 300 kilos. Je me suis en fait éloigné en m'appuyant sur son nez. Mais bon, c'était un vrai plaisir parce que c'est marrant de toucher un requin-tigre, surtout sur le nez. Ouais, c'est pas commun. Ouais. Si, c'est assez commun, mais c'est en général les moniteurs qui sont autour parce qu'on a une boîte avec des poissons. Hein. On leur donne pas à manger, absolument pas. On les attire par l'odeur. Sinon, ils passent et puis ils s'en vont. Donc, si on veut faire des photos et si on veut les laisser 1 heure tourner autour de nous, il faut bien qu'il y ait un appât quelconque. Hein. Quand vous donnez à manger aux oiseaux, si vous leur donnez pas à manger, ils s'en vont. Là, c'est pareil. Si vous leur donnez des petites graines, et encore là, vous les nourrissez. Nous, on ne nourrit pas les requins, on les appâte par l'odeur. Et bon, c'est vrai que le moniteur qui est près de la caisse de poissons, alors lui, il passe son temps à repousser les requins, qu'ils soient tigres ou autres. Moi, je vérifie, a priori, t'as encore tous tes doigts, ça s'est bien passé. Ouais, non, moi, je me suis pas fait mordre encore. J'ai lu, on va parler un petit peu environnement, parce que c'est une cause qui a l'air de t'intéresser dans les articles que j'ai pu lire sur Internet en faisant quelques petites recherches avant de te rencontrer. Tu notais un gros changement dans les fonds marins, notamment à un endroit, alors si je ne dis pas de bêtises, du côté de la Floride, où on peut aller voir des lamantins, c'est ça? Oui, mais c'est pas tellement un changement dû à la nature, ni aux lamantins. C'est un changement, j'allais dire, touristique.
il y a une petite, je te raconte rapidement, il y a une petite baie à l'endroit où c'est tout près d'une source d'ailleurs. De cette petite baie, si on regarde bien le sol, il y a des mini-sources d'eau chaude un peu partout. Et quand on y va le matin à 7 heures, cette baie était entourée de nature, on se croirait au milieu de la forêt vierge et on voit les lamantins là, qui se réveillent le matin, c'était magique. Bon, d'abord maintenant, si on y va à 7 heures, on n'a pas le droit d'y aller avant. Hein. Si on y va à 7 heures, il y a déjà 2 ou 3 bateaux de touristes. Bon, c'est la première conséquence du tourisme, et que c'est pas très drôle pour un photographe. Et deuxième conséquence, ils ont interdit pas mal d'endroits de la baie en mettant des cordages et tout. Il y en a même un qui passe sous l'eau. Donc si on veut faire des photos au grand angle, on est sûr d'avoir un cordage sur la photo. C'est pas marrant. En plus, ils ont fait une petite, comment on peut appeler ça pour marcher là. Une petite passerelle. Une petite passerelle. Ouais, voilà, ils ont fait une petite passerelle. Bon, là, c'est gentil pour les gens qui plongent pas ou les gens âgés. Ça leur permet de voir les lamantins, enfin, au-dessus de l'eau, hein, pas dessous. Mais ils ont bousillé des arbres. Alors là, quand on est dans cette baie, on n'est plus du tout au milieu de la jungle parce qu'on voit les gens sur la passerelle. Donc, tout ça, ça m'a un peu fatigué. J'ai dû y aller 6 fois voir les lamantins. J'ai pas envie d'y retourner. Mais bon, c'est pas tellement dû à la nature, là, c'est dû à l'homme. Mais c'est assez fréquent aussi que l'homme bousille certains sites parce qu'il y a trop de monde, parce qu'ils fabriquent, ils inventent des trucs. Et puis voilà, ça détruit la beauté du lieu, quoi. Quel voyage t'as fait pour faire toutes ces photos sous-marines ? Moi, je suis allé un peu partout. Hein. Un voyage marquant ? C'est les baleines au Tonga. Alors là, je peux pas aller plus loin, c'est l'autre côté de la Terre. Hein. Si tu vas plus loin, tu reviens. Voilà, exactement. Et bizarrement, il m'a pas paru très long. Je suis jamais allé en Australie parce que ça m'a toujours ennuyé de faire un voyage aussi long. Mais là, j'ai bien supporté les 35 heures de voyage plus transit. Peut-être parce que j'attendais de voir les baleines. Mais c'est sûr, c'est motivant. Voilà. Mais c'est sûr que c'était extrêmement sympathique parce que on voyait les baleines, puis alors, il y avait pas toujours, mais souvent un petit qui est déjà gros. Hein. La baleine reste à 15 mètres, mais le petit ne peut pas rester trop longtemps là. Donc il montait à la surface, et nous, évidemment, on était au-dessus, donc on l'attendait. Il montait à la surface pour prendre une petite goulée d'air, et ils nous tournaient autour parce qu'ils sont curieux. Ils trouvaient bizarre tous les gens qui l'attendaient. Enfin, tous, on plongeait qu'à 4 par 4 ou 5 par 5. Hein. Pas question d'être une palanquée au-dessus des baleines à les ennuyer. Tu t'es mis à l'eau alors ? Oui, là, les baleines, c'est en apnée. Hein, ils veulent pas qu'on aille avec des bouteilles, ennuyer. Il y a quand même aussi une bonne partie de protection de ces animaux. On ne jette pas 35 touristes avec bouteilles sur une baleine. Parce qu'elles vont s'en aller et puis ça ne leur plaira pas. Ouais, c'est un peu traumatisant, j'imagine. Voilà, pour donc l'animal. on plongeait 4 par 4, je crois, plus une espèce de moniteur qui nous dirige, qui est déjà dans l'eau. Donc on n'était jamais plus de 5 autour des baleines. Et ils nous interdisaient même à la fin de plonger, parce qu'il y a des apnéistes qui allaient à 15 mètres la regarder sous le nez, la baleine. Bon, faut pas trop les ennuyer non plus, ces animaux. Puis d'ailleurs, si on veut les photographier, il faut pas les faire fuir non plus. Oui. Voilà. Mais il y a quand même un truc qui m'a vraiment marqué. Un des derniers jours, on entendait ce qu'on appelle un chanteur. Là. Les baleines, c'est les mâles, je crois, qui font ça. Je sais pas trop pourquoi. Ils se mettent à 15-20 mètres, la queue en l'air, et ils chantent. Mais c'est étonnant. On était tous au-dessus. Certains ont enregistré avec leurs appareils photo, où il y a évidemment le son qui peut être enregistré. Ça va du pépiment d'oiseau, petit oiseau, au son rauque énorme, quoi. C'est magnifique. Le chant d'une baleine, surtout d'un chanteur, on ne sait pas pourquoi, il est seul, la queue en l'air, et il se met à chanter. C'est sans doute pour attirer peut-être les femelles, je ne sais pas. On ne sait pas trop d'ailleurs. Mais se mettre au-dessus d'un chanteur qui ne bouge pas et écouter ce son, c'est magique. Ouais, j'imagine. J'aurais bien aimé y aller avec des micros. Tu les entendais hors de l'eau aussi ?
Nous, on est en surface, donc on a la tête sous l'eau. Ça passe très bien, elles sont dans l'eau. Hein. Ouais. Hors de l'eau, on n'entend pas trop, je ne sais plus. Mais dans l'eau, les baleines, on les entend souvent chanter, mais bon, le chant normal de la baleine. Hein. Mais quand c'est le mâle tout seul en train de faire ses vocalises, c'est étonnant parce que ça va du son, on dirait une grosse vache et puis d'un seul coup, ça part dans les petits sons très très aigus d'oiseaux. C'est étonnant, étonnant. Alors j'ai vu un article aussi où tu parlais d'une anecdote assez marrante. Tu as fait une danse avec un morse, c'est ça? Non, un éléphant de mer. Un éléphant de mer. Ah, ça c'est un souvenir extraordinaire parce qu'il n'y en a pas à l'endroit où j'ai rencontré. Et justement, il a dû se perdre, peut-être à l'occasion d'une tempête ou je sais pas quoi, c'était au nord de La Paz, en mer de Cortés. Et on était à faire de la plongée là, sur un site qui s'appelle le El Castel, parce que les rochers ont un peu une forme de château fort. Et c'est un site où on va plonger pour les otaries. Il y en a beaucoup sur les rochers, puis si on met la tête sous l'eau, on les rencontre aussi sous l'eau. Et c'est très sympathique. Et moi, je me suis un peu éloigné parce qu'il y avait 4-5 plongeurs et plongeuses qui me gênaient pour les photos. Donc je me suis un peu éloigné et j'étais seul. Et d'un seul coup, j'ai senti un choc, un choc gros, gras sur le côté. Je me suis dit, tiens, un plongeur qui meurt, c'est bizarre. Et oui, enfin, ça aurait pu être. Et je me retourne, je suis face à un animal. Bon, c'est surprenant. Moi, j'étais dans le coin des otaries. Les otaries mâles sont pas très aimables et même dangereux. Donc, quand ils vous tournent autour en faisant vaut mieux s'arrêter, voire s'éloigner. Et celui-là, il était énorme et il avait la bouche ouverte avec des belles dents. Mais il n'avait pas l'air agressif. Alors je l'ai un peu éloigné quand même. Je lui ai caressé le cou et j'ai vu que ce n'était pas une otarie mâle. C'était en fait un jeune, il faisait 600 kilos sûrement, un jeune éléphant de mer et qui me tenait par la taille et fortement. Et j'avais l'air, je pense qu'il me trouvait sympathique. Et il m'a entraîné, heureusement il n'y avait pas trop de fond. Moi j'avais mes bouteilles, il m'a entraîné à 5-6 mètres de fond. Mais je commençais à être très content de danser avec lui, parce que c'était une danse. Il me tenait fermement par la taille. Moi, je lui caressais le cou, puis je lui éloignais un peu la tête. Mais je ne peux pas mieux le comparer à un chien qui chahute, qui fait « ah, ah, ah ». Bon, il a la gueule ouverte, il a des dents, mais il ne vous mord pas. C'était un petit peu ça. On a recrevé la surface, on a replongé, il s'est éloigné, il est revenu, il m'a repris par la taille, puis il a fini par partir. J'ai quelques rares photos, parce que mon appareil était très lourd, je tenais que d'une main, et il ne voulait pas toujours se déclencher, parce qu'il n'y avait pas assez de contraste. Ça a été un peu une galère, mais j'ai une photo de ma main sur son cou, en tous les cas, parce que je n'avais pas le bras assez long, je pensais qu'il y aurait nos deux têtes, mais en fait, j'ai que ma main. Et bon, ça a été une aventure extraordinaire. Alors les autres, après, ne me croyaient pas quand je suis revenu au bateau. J'ai dit, je vous montrerai les photos. Et effectivement, j'ai retrouvé, moi, des photos d'autres plongeurs qui l'ont rencontré. Cet éléphant de mer était connu pour s'intéresser fortement aux plongeurs qui sont des mammifères. Il était isolé, perdu. C'était un mâle, ça je peux vous le confirmer. Et évidemment, sauter sur quelqu'un qui est en snorkeling ou qui n'est pas au courant, ça peut faire peur. Il y en a qui ont eu des vraies frousses. Et j'ai retrouvé dans les revues de plongeurs sous-marins une belle photo d'un type où il est en train de lui brouter les cheveux. Le type n'a pas peur, apparemment, il s'en fout, il sait qui c'est. Et j'ai retrouvé une autre photo où il est en train d'essayer de grimper sur un bateau à l'arrière, sur la planche qui est à l'arrière. Donc cet éléphant de mer, pendant un certain temps, est resté dans le coin, un peu isolé, mais il visitait beaucoup les groupes de plongeurs. C'est des animaux sociables, donc je pense qu'ils cherchent un petit peu de compagnie aussi. Il était surtout seul, parce qu'il est sociable, mais enfin un éléphant de mer, quand il est adulte, j'ai quelques doutes sur sa sociabilité. Faut pas trop les taquiner, là. Lui, il n'avait pas encore le nez recourbé comme ils ont, comme ont les adultes.
Mais bon. D'où leur nom, c'est ça, c'est à cause du nez. Oui, ils ont un nez un peu long qui est recourbé, mais quand il est jeune, non, on peut le confondre avec une otarie mâle. Mais bon, j'ai vu tout de suite que ça n'était pas une. Bon, j'ai eu 2-3 secondes bizarres quand même, parce que cette tête avec la gueule ouverte, les dents, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, mais j'ai vu qu'il ne me voulait pas de mal, alors ça va, on a dansé. Tu me parles un petit peu des publications que tu as pu faire dans la presse? Bon, j'en ai pas fait beaucoup, mais j'ai fait quelques articles, oui, dans Subaquois, parce que c'est marseillais, donc je rapportais quelques articles de temps en temps. Là, c'est ma mémoire qui flanche. Mais... La plus belle, c'est laquelle? La plus belle? Je sais pas, je crois que c'est dans Natimage, j'en ai fait une dernière. Non, c'est pas dans Natimage. Mais là, il faudrait que je prépare ça. Ma dernière publication, c'est sur le... il y en a une sur Chasseur d'images, où j'avais 14 pages, mais il y a quelques années. Et j'en ai fait une sur le héron pourpré récemment. Mais bon, je ne cherche pas trop à en faire. Je vais te dire pourquoi. Un jour, j'avais une belle publication, c'est le requin d'Afrique du Sud. J'avais bien bossé le coup, ça se fait pas tout de suite, hein. Il faut choisir les photos, si possible bonnes, il faut faire l'article et tout. Et puis on arrive près de la revue, et si vous n'êtes pas professionnel, et que ça intéresse la revue, d'accord, ils vous la prennent. C'est tout. Et moi j'ai dit, vous financez les articles comme ça. J'étais à Montier-en-Der d'ailleurs. J'en avais fait déjà quelques-uns comme ça, et ils m'ont dit, non, on ne finance pas. J'ai dit, écoutez, je la garde. Il n'y a pas de raison, vous faites concurrence aux vrais photographes. Moi, je suis amateur. Vous allez prendre mon article gratuitement. Alors qu'un photographe dont c'est le métier, lui, il va être payé, mais justement, vous préférez prendre mon article gratuitement. Ce qui fait que lui, il va être brimé. Il n'aura pas l'article. J'ai dit, moi, on a le même matériel qui coûte aussi cher. Vous en payez certains et pas d'autres. Non, je ne le prends pas. Je ne vous le donne pas. Donc j'ai arrêté à partir de ce moment-là à donner des articles aux revues. Sauf exceptionnellement sur le héron pourpré dernièrement, je savais très bien que je ne serais pas payé. Je me suis fait plaisir comme ça. Parce que j'avais quand même une très très belle série de photos. Je l'ai proposé donc à une revue, je ne sais plus si c'est Natimage ou Image et Nature. Et ils me l'ont pris, mais je savais ce qui m'attendait. Je gagnerais rien là-dessus, mais bon, ça fait toujours plaisir de dire, j'ai fait un article. C'est toi qui les démarches alors pour être publié? Oui. Si la revue ne te connaît pas ou si tu ne leur présentes pas un article, ils vont rien publier. Donc, si tu veux être publié, je crois que tout journaliste fait à peu près pareil. S'il veut être publié, il faut qu'il propose un article ou un reportage. Voilà, à moins que tu sois attaché à la revue ou au journal, là, il t'envoie faire un reportage. Mais moi, je suis attaché, je suis pas photographe professionnel déjà. Alors on est parti à La Paz danser avec les éléphants de mer. Ensuite on est allé, précédemment on est allé au Tonga voir les baleines. On va aller un petit peu plus près de Marseille et on va parler de ton livre Les Chevaux du vent. Donc après plusieurs voyages lointains, tu as décidé de faire un livre sur les chevaux en Camargue, un livre qui t'a pris à peu près 5 ou 6 ans rien que pour prendre les photos. Tu nous parles un petit peu de cet ouvrage, comment ça a commencé tout ça? Tu t'es levé un matin et tu t'es dit je vais faire un livre sur les chevaux? Non, pas du tout. Mais je me suis levé un matin et j'ai vu une photo extraordinaire d'un ami que je connais bien, Patrice Aguilar pour ne pas le nommer, et qui avait une espèce de quadrige, peut-être il y en avait 5 chevaux, 2 faces courant dans l'eau. C'était magnifique. C'était vraiment une charge dans l'eau, comme ça, de photos, de chevaux camarguais. Et bon, point, c'est tout. Et puis un jour, j'étais au pont de Gau, justement, à voir des flamants roses et avec des photographes, et quelqu'un m'a parlé de cela, que certains photographes organisent des séances de photos de chevaux. Parce qu'évidemment, les chevaux, ils sont dans les champs. Bon, on peut bien faire des photos de chevaux dans les champs, mais ça va pas très loin. Donc si vous voulez voir des chevaux qui galopent,
dans l'eau, sur la plage ou dans les marais, il faut quand même venir avec les chevaux et les faire galoper. Il n'y a pas de secret. Et pour cela, il faut qu'une manade, c'est-à-dire un élevage de chevaux. Manade, je fais une parenthèse, ça vient de la main à 5 doigts. On appelle manade la ferme, entre guillemets, qui a au moins 5 taureaux ou 5 chevaux. Voilà. Ok. Et donc, j'ai appris que quelqu'un dont on m'a donné le nom et le téléphone faisait ça, donc ça a commencé comme ça. Et puis après, on en connaît un autre, puis on en connaît un autre. Bon, moi, depuis mes premières photos de ce genre de cavalcade, ça date de 2016. Et je connais presque tous les photographes qui organisent ça. Et je suis copain avec tout le monde, mais ça me permet une chose. Ça me permet d'aller dans des lieux différents. Parce que chaque manade vous fait courir les chevaux dans un lieu différent. Que ce soit une magnifique plage déserte, comme la plage du Grand Radeau, ou dans les marais, ou même dans la boue. C'est magnifique. Donc, et puis au bout d'un moment, je me suis aperçu que j'avais une bonne série de photos. Mais l'idée du livre ne m'est pas venue comme ça. Je ne suis pas allé faire des photos chevaux pour faire le livre. J'ai d'abord fait les photos et après je me suis dit, tiens, si je faisais un bouquin. Donc il y a un photographe, toujours le même d'ailleurs, Patrice Aguilar, qu'on avait déjà fait un, mais lui c'était que des photos en noir et blanc. C'est vrai que les chevaux blancs de Camargue se prêtent bien au noir et blanc. Bon, mais moi je voulais garder la couleur parce que j'avais quand même des photos prises au lever du soleil ou au coucher de soleil. Je préférais garder la couleur. Bon, ça m'est venu et puis j'ai bien mis au moins 1 an à faire le tri, le montage, tout ce qu'il faut pour faire un livre. Enfin, j'ai fait 4 ou 5 maquettes, chaque fois un petit peu, j'espère, améliorées. J'ai créé 6 paragraphes, le matin, le soir, le combat des talons, les chevaux sur la plage, etc. Voilà, c'est comme ça que le livre est né, comme tout livre. Ça n'est pas du jour au lendemain, ça demande un petit peu de travail. Avant qu'on enregistre, tu me disais que tu as fait à peu près, tu penses, 15 000 kilomètres pour faire les photos de ce livre. Oui, moi je suis marseillais, donc je suis à 130 km de Sainte-Marie-de-la-Mer. Donc ça se passe pas forcément à Sainte-Marie-de-la-Mer, mais en gros je suis à 130-150 km du lieu de photographie. Et aller-retour, ça fait le double. et je sais que quand j'ai fait le bouquin, parce que je les note tous, je les classe, parce que si on ne les classe pas, on se perd. J'avais fait déjà 51 séances. Donc 51 fois aller-retour en Camargue, avec quelquefois rester une nuit à l'hôtel, etc. Donc en gros, j'ai calculé que j'avais fait au moins 15 000 bornes, 15 000 kilomètres, oui. Bon, mais je connais la route par cœur, ça va. Ça fait pas mal, 50 séances en 5 ans. Ouais, c'est un bon rythme. Parce que 6 ans, oui. J'imagine que tu peux pas faire ça toute l'année non plus, non ? Non, l'hiver, ils font pas trop ça. Et ça s'arrête en octobre-novembre, mais ça reprend en février-mars. Parce que les chevaux dans l'eau, c'est pas très, très sain pour eux, parce qu'ils sèchent mal. L'eau est froide et ça sèche mal. Donc, ils aiment pas trop les faire courir dans l'eau, que ce soit dans un étang ou dans la mer. Alors j'ai pu feuilleter le livre tout à l'heure. Il y a quelques photos qui ont été prises au très grand angle, au ras du sol. J'ai lu sur internet que tu avais inventé un système pour déclencher à distance. Oui, alors j'ai inventé le petit matériel. J'ai pas inventé le système. Il y a bien des photographes qui s'amusent à déclencher à distance quand l'animal est dangereux ou qui veulent le surprendre à la sortie du nid et pas être présent. Mais c'est vrai que j'ai fait pas mal d'essais pour avoir un appareil posé au sol, grand angle, c'est à peu près du 14-15 mm. Et que les chevaux, je disais au manadier, tu m'envoies les chevaux sur le matériel. Je sais qu'ils vont l'éviter. Donc, moi, plus ils passent par-dessus, ils passent même pas par-dessus, ils passent juste à côté. Et les chevaux de Camargue, c'est pas qu'ils sautent jamais, mais ils n'aiment pas beaucoup sauter. Donc, ils évitent. Et seulement le problème, c'est que souvent, ils sortaient de l'eau et ils galopent.
Alors, je vous dis pas la projection de sable mouillé et salé que mon appareil prenait. Donc, il m'a fallu inventer un petit système. Je le mets dans une boîte plastique j'ai un grand porte-filtre, mais j'ai jamais trouvé de grand filtre. Donc, c'est du 15 cm par 15. J'ai tout simplement fait tailler une vitre fine, 15 cm par 15. Donc, c'est vrai que ça me protège bien le 14 mm, parce que quand tu reçois une giclée de sable mouillé, vaut mieux que ce soit sur la vitre que sur mon objectif. Donc je mets ça au sol et j'essaye que les chevaux... Alors j'ai une nouvelle série, là je fais une parenthèse, j'ai fait le livre. Bon d'accord, il y a quelques photos prises avec ce système, bon ça se voit. Mais je suis en train de récupérer en ce moment toutes les photos, entre guillemets, ratées, qui ne sont pas forcément ratées parce qu'il n'y a pas la tête du cheval. C'est assez impressionnant. Tous les jours, j'en mets une sur Facebook en ce moment. C'est des photos prises à ras des sabots et qui ne sont pas forcément cadrées comme celles qu'on voudrait présenter dans un livre, par exemple, où là, on cadre en fonction du cheval. Il faut aussi possible qu'il soit un peu entier ou des choses comme ça. Alors là, j'ai des photos assez curieuses qui sont un peu les photos, entre guillemets, ratées de ces séances prises avec ma petite boîte magique là, posée sur le sol. D'accord. Ah, je vais aller faire un tour sur Facebook. Je mettrai les liens de tes comptes, de ton compte Facebook. C'est à mon nom. T'as Instagram aussi ? Oui, mais je ne sens pas Instagram. Oui, j'ai une 15 ou 20 photos sur Instagram, mais je sais pas trop m'en servir. Enfin, si, j'essaie d'y mettre une photo, mais après, je vais pas plus loin. Je mettrai le lien vers Facebook et vers ton site web si tu le remets en route. Ah oui, il faudrait que je m'en occupe. Oui. Donc tu passes 5 ans, 15 000 km à faire des photos de chevaux, tu décides de faire un livre, tu arrives sur une nouvelle aventure dont on va parler maintenant, c'est l'aventure de l'auto-édition. J'ai vu que c'était pas ton premier livre, tu avais fait un livre qui s'appelle Écosse qui est disponible sur Blurb, c'est ça ? Ah, oh là là. Ouais, j'ai fouillé, hein. Oui, effectivement. Bon, il doit y en avoir plusieurs là. Non, parce que Blurb, j'ai utilisé Blurb autrefois pour faire des albums. Toi, les albums photos, j'en fais beaucoup. Je trouve ça magique. Moi, j'avais toujours rêvé, étant plus jeune, d'avoir quelque chose d'imprimé, comme un vrai livre. Et je ne sais plus lesquels étaient les premiers, mais je suis allé à Paris les voir, le labo. C'était le premier labo qui a permis d'avoir ces photos imprimées sur un vrai livre, entre guillemets. Mais bon, évidemment, c'est pas rentable si on en veut en faire 200 ou 400. Mais ça permet d'avoir ces photos où son sujet présenté comme un vrai livre. Ça, j'avais trouvé ça extraordinaire. Je me souviens même qu'il y en avait un ou deux sur le comptoir du laboratoire. Et il y avait un journaliste qui avait une présentation très chouette, mais je ne savais pas trop comment faire ça et tout. Et je lui ai téléphoné. Et il m'a dit, excusez-moi, je suis à Gaza, là. Et je lui ai dit, bon, ça va, merci. C'était un vrai journaliste qui était à Gaza, qui avait fait un livre et que le laboratoire présentait sur son comptoir. Mais bon, maintenant je me régale, j'en fais beaucoup, ne serait-ce que pour la famille ou sur des sujets animaliers ou autres. Et ça m'a permis de faire les maquettes justement de ce livre sur les chevaux du vent. J'ai fait 3 ou 4 maquettes différentes qui s'amélioraient en principe à chaque nouvelle édition. Ah oui, alors pour en revenir à Blurb, Blurb, ça fait partie des albums que j'ai fait autrefois, mais sans espoir ni désir d'édition. Maintenant, je suis passé sur CV, C-E-W-E. D'accord. Je préfère, et puis comme j'ai bien l'habitude, maintenant je connais bien ce logiciel pour préparer les livres, je fais que du CV maintenant, CV. Et tout ça, c'est des livres qui sont plus destinés à un usage personnel, donc pour tout à toi, fait, pour la famille. Ah oui, ouais. C'est tout personnel. Ça m'a servi à faire les maquettes pour le vrai livre imprimé par un imprimeur, Les Chevaux du Vent. Mais c'est des livres personnels. Ouais.
Voilà, donc j'allais y venir, un imprimeur spécialisé. Donc pour les chevaux du vent, tu décides de passer par Iskourbiak. Donc t'es pas le premier, on est nombreux à passer par eux. Et dans le podcast, je pense qu'il doit y avoir à peu près 90% des auteurs qui sont passés par eux. Donc tu te lances dans cette aventure de l'auto-édition. Raconte-moi un peu comment ça se passe. Voilà, il y a un jour, tu décides de faire un livre. Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est une partie de l'épisode qui est un peu plus destinée aux photographes qui veulent faire un bouquin. D'abord, je cherche un éditeur. Alors, c'est la galère. Puis je me suis rapidement aperçu que les éditeurs, ça les intéressait pas. Faut déjà trouver un éditeur de livres photos, car c'est un livre photo, c'est pas un roman. Et certains, comme Actes Sud, me demandaient une maquette. Bon, un coup de chance, j'en avais une imprimée sur CV, justement. Je lui laisse, mais faut lui laisser au moins 3 mois. 3 mois, au bout de 3 mois, mon livre avait évolué. Eux, ils en voulaient pas, ils me rendent la maquette. Bon, c'est un peu pénible, tout ça, et long. Donc, j'ai fini en regardant les livres des collègues photographes animaliers, en regardant un petit peu ce qu'ils faisaient et tout, que beaucoup, c'était en auto-édition. Bon, j'avais déjà rencontré Iskourbiak dans un salon à Paris. J'avais déjà noté tous les tarifs, l'adresse et tout. Et j'ai fini un jour que je passais dans le coin par aller chez eux. Puis je dis, bon, je vais en faire imprimer à mes frais, puis après je me débrouille. T'en as fait imprimer combien? Le minimum 200. D'accord. Et tu finances ça comment? J'ai vu que tu avais lancé une campagne de crowdfunding. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai trouvé ton livre qui a bien marché. Tu as fait 190%, je crois, à peu près. Ouais, mais ça représente pas beaucoup. J'ai dû en vendre 37, je crois. Moi, je crois que c'est ça, ouais. Ouais. Non, je suis pas assez connu, disons. Je suis pas un blogueur fou. Et puis, quand on n'est pas connu, c'est pas très facile parce que quand vous achetez un livre ou un tableau, 9 fois sur 10, vous achetez l'auteur. Faut pas se leurrer. Quand vous achetez un prix Goncourt, vous achetez pas parce que le livre, vous dites il va être très chouette et tout. Non, vous achetez parce que le type a eu un prix et que vous le connaissez. C'est pareil pour un tableau. Vous achetez pas un tableau d'un peintre inconnu. Donc moi, faut m'acheter. Je suis inconnu. Mais c'est bien aussi parce que 200 exemplaires, c'est très limité. C'est une série limitée quasiment. C'est une série limitée. C'est bien sûr les plus chers. Parce que si vous en faites 1000, le livre va vous coûter moins cher. Enfin, c'est normal, classique. Pour le photographe, c'est plus cher pour l'auteur. Après, on ne peut pas tellement monter non plus le prix. Non, c'est plus cher parce que ça coûte toujours plus cher d'en faire imprimer que 200. Enfin, je parle du prix du livre. Oui, à l'impression. À l'impression, le livre va vous coûter plus cher si vous en prenez peu. Mais bon, j'allais pas non plus me mettre 400 livres sur le dos parce qu'il faut les vendre après. Ouais, c'est ça qu'on découvre d'ailleurs après avoir bien bossé, mais pour un truc qui vous plaît, faire les photos, faire le livre, choisir, monter le livre, le fabriquer, tout ça, ça plaît. Puis après on se dit tiens, faut les vendre, ça plaît moins. Mais c'est moins marrant. c'est moins drôle. mais c'est des plaisirs aussi parce que, bon, j'avoue que je reçois pratiquement tous les jours, les gens qui l'ont reçu m'envoient vraiment des choses très, très gentilles. Ça leur a plu. Souvent, ils m'en recommandent pour une amie dont la fille ou le garçon adore les chevaux ou monte dans un club et tout. Donc, j'ai des retours très positifs. Mais bon, pour avoir un retour, il faut avoir un aller. Et c'est les allées qui sont pas faciles à déclencher. Donc revenons-en un petit peu à l'auto-édition en soi. Donc tu décides de faire un livre, tu fais tes maquettes donc en impression numérique à la demande. Et tu me disais tout à l'heure que tu essayais de faire à chaque fois la nouvelle maquette mieux que la précédente. Déjà, comment tu as fait au tout début pour choisir? Parce que j'imagine qu'en 50 photos et 51 séances, tu dois avoir quelques milliers de photos sur tes disques durs. Comment tu fais ton premier choix? On peut dire que le premier choix, il est fait depuis longtemps. Quand je rentre d'une séance photo, déjà je choisis. Déjà je vire. Je jette tout ce qui est raté ou qui ne me plaît pas. Bon. Donc là, je fais un deuxième petit dossier sur mon Mac et je mets les photos, le premier choix. Premier choix qui peut avoir un deuxième choix où là, les photos sont traitées, recadrées, etc. Donc, quand arrive le livre, là, j'ai déjà un choix. Enfin, j'ai plusieurs choix.
Là, il faut faire un choix de plusieurs choix. Donc un choix de choix. Et donc ça, c'est pas un problème. Après, il faut construire le livre. Alors au début, on met des photos les unes derrière les autres. À peu près, je suis parti à peu près dès le début sur une centaine de pages. Enfin, en l'occurrence, c'est 96. Parce que quand on imprime, il en faut 16 de plus ou 16 de moins. Enfin bon, c'est les contingences techniques. Mais au début, on met des photos. Bon, instinctivement, on les classe un petit peu quand même, les levées de soleil, les galopades sur une plage ou dans les marais. Et puis après, on s'améliore, on complique. On se dit, tiens, je vais faire des paragraphes. Il faut quand même que le livre ne soit pas ennuyeux. Donc j'ai fait 6 paragraphes, je crois. J'ai le lever de soleil, le combat des talons, dans les marais, sur la plage, le coucher de soleil. J'ai même fait un dernier petit paragraphe, mais je ne voulais pas trop me lancer là-dedans, sur les traditions camarguaises. Mais ce n'était pas un livre sur les traditions camarguaises, ni sur la Camargue, ni sur les taureaux. C'était un livre sur le cheval Camargue, Camargue étant le nom de la race. Donc, c'est le cheval Camargue. Donc, au début, je ne voulais même pas mettre l'homme. Bon, et puis il y a toujours plus ou moins un gardien dans le cadre. Finalement, c'est pas gênant. Ça va bien avec. On ne peut pas mettre que des chevaux que des photos de chevaux qui galopent. Mais les traditions camarguaises, je les ai énumérées sur 4-5 pages. La brivado, la bandido, le tri de taureau, et puis c'est tout. Je n'ai pas insisté là-dessus. Et puis après, on se dit, tiens, il faudrait mettre un peu de texte. Alors déjà, en faisant 6 paragraphes, il y a forcément un titre au paragraphe et 3-4 lignes qui expliquent. Bon, ça meublait un petit peu. Et ensuite, j'ai mis des devises. J'ai cherché sur Internet des devises en rapport avec les chevaux. Donc voilà, j'ai de temps en temps, à côté ou sous la photo, il y a une devise concernant les chevaux. Pour la préface, tu as fait appel à quelqu'un ? Eh ben oui. Je le sais, c'est pour ça que je pose la question. Oui, je te vois venir. La Camargue a une histoire. Et cette histoire, elle est pas née, mais presque au début du siècle avec le marquis de Baroncelli. Et ce marquis était un homme de lettres, un écrivain et un amoureux de la Camargue. Et on peut dire pratiquement que c'est lui qui a sauvé la Camargue, que l'État voulait assécher, parce que les marais, c'est ennuyeux. Et on les assèche, on construit, c'est bien mieux. Hein. Ils l'ont fait un peu plus loin sur la côte, là. Et il a sauvé, il a vraiment insisté pour que la Camargue soit maintenue dans l'état où elle était, que les traditions, il a aussi, il s'est beaucoup occupé des traditions et des règles de la course camarguaise. Alors je dis tout de suite que la course camarguaise, ce n'est pas une corrida. Le taureau n'est pas tué, il reste dans l'arène que 10 minutes à 15 minutes, pas plus. Et c'est les jeunes rasetteurs qui prennent tous les risques. Le rasetteur, c'est un jeune qui est habillé en blanc et qui a ce qu'on appelle le raset, une espèce de pince métallique, griffe métallique dans la main, et il doit récupérer quelque chose qui est entre les cornes du taureau. Alors il y a des glands, je crois, et puis après il y a la ficelle. Enfin, il faut vraiment dépouiller tout ce qui est sur le front du taureau, qui est en train de vous charger, bien entendu. Donc c'est magnifique. La course camarguaise, c'est vraiment, c'est un sport et c'est très beau à voir. Et le taureau, il joue avec les rasetteurs, pas plus d'un quart d'heure parce que ça le fatigue. Après on change, on met un autre taureau. Donc ça n'a rien à voir avec les corridas. C'est une tradition purement camarguaise. Et puis, je ne sais plus ce que je disais. Moi non plus, parce que c'était très passionnant. Oui, bon, alors le livre, j'ai mis j'ai mis des petites phrases. On parlait de la préface. Oui. Ah oui. Faut la recouper ça. C'est marrant. Bon, la préface, alors ce marquis de Folco de Baroncelli, il avait une descendance qui malheureusement a perdu son nom parce que c'était une fille qui s'est mariée avec un certain monsieur Aubanel. Et Aubanel, c'est un nom qu'on connaît en Camargue. Aubanel, il y a Aubanel. Il y avait Pierre Aubanel qui est mort en 2018, qui était non seulement un manadier célèbre, mais un photographe
Il était très photographe lui aussi, c'est un hasard. Alors moi, j'ai téléphoné à l'arrière-petit-fils, qui s'appelle Béranger Aubanel, qui est aussi un manadier, qui fait partie à peu près de toutes les associations de protection et de conservation des traditions camarguaises. Et il m'a reçu très gentiment, il a été très... je ne veux pas flatter peut-être, mais il m'a fait une préface, donc en parlant évidemment de son arrière-grand-père et aussi de son père, puisqu'il y avait un rapport commun, c'est qu'il était aussi très photographe, il n'était pas que manadier. Voilà, donc Béranger Aubanel m'a fait une préface sympathique. Et tu le connaissais avant de l'appeler ? Non, pas du tout. Je connaissais son nom parce que Aubanel, ça résonne un petit peu en Camargue. On voit souvent dans les affiches de manifestations, Manade Aubanel. Puis je lisais de temps en temps des articles. Donc Aubanel, c'est un nom qui me parlait. En cherchant un peu, j'ai su qui c'était. Et je l'ai appelé et il m'a reçu très gentiment et il a fait la préface. Il a tout de suite dit oui. Ouais. Ouais, c'est sympa. Ouais. Il avait vu des photos ? Enfin, tu lui as montré des photos ? Non, pas du tout. Pas. Après, non, mais il m'a... Non, il a même dit qu'il était... C'est gentil, il a dit qu'il s'est trouvé très flatté. D'ailleurs, il le dit dans sa préface, je crois, que quand je l'ai appelé, il était très flatté, et donc il l'a fait avec plaisir. Je suis allé le voir au Kellar, dans la petite maison du marquis de Baroncelli. Il m'a reçu vraiment dans la maison de son arrière-grand-père, avec toutes les photos. Il y a même un buste de son arrière-grand-père. Enfin, c'est un peu une petite maison souvenir, presque un musée. Et je l'ai recroisé par la suite dans des manifestations où il est question de chevaux et de taureaux, parce que il a quand même un élevage de taureaux aussi, il n'a pas que des chevaux. Ça va ensemble en général, les chevaux, les taureaux. C'est vraiment, le cheval est là pour guider, accompagner les taureaux, et ils sont très complices, les chevaux et les taureaux, en Camargue. Comment tu vas vendre ton livre ? Comment tu vas le distribuer ? La partie pas drôle dont on parlait tout à l'heure. C'est une bonne question, je vais essayer d'y répondre. Comment je le vends ? D'abord, je l'ai vendu par Ouloul, mais ça s'est arrêté à 37. Hein. Et les amis, la famille sont gentils, donc beaucoup me l'ont acheté et beaucoup l'ont reçu en cadeau aussi. Il faut bien avouer que j'en ai vendu et que j'en ai pratiquement donné la moitié. Enfin, en quantité. Mais c'est un peu de bouche à bouche, ça se dit. Et puis je vais faire certainement des festivals de photos. Je vais à Aigleton bientôt. J'irai peut-être à d'autres, mais ça c'est un calcul. Si vous devez passer 5 jours dans un festival avec 5 nuits d'hôtel, plus les restaurants, plus la route, et que vous vendez 10 livres, c'est pas rentable. C'est pas très intéressant. Voilà. Donc à Montier-en-Der, je demanderai une table, parce qu'il y a chez le libraire qui expose à Montier-en-Der, il y a toujours les signatures de livres de collègues. J'espère que j'aurai au moins 2 ou 3 heures pour vendre mon livre là, à ce moment-là. Mais c'est pas facile à vendre. C'est pas. J'en parle beaucoup sur Facebook, mais j'ai un auditoire limité. Ok. Il sera disponible en ligne ? Sur Internet ? Si on veut l'acheter sur Internet, ce sera possible ? Non. Non et oui. J'ai ouvert une page Facebook qui s'appelle Les Chevaux du Vent, mais en fait, je ne me suis pas lancé dans le système de commande et paiement par Internet, parce que ça aussi, ça coûte, et puis ça ne m'apportera pas forcément un seul client supplémentaire. Donc, je préfère mettre mon email et mon téléphone. On me le commande. En général, les gens sont honnêtes. Ils me le payent ou avant ou après. Moi, je fais aussi beaucoup confiance. Ça dépend de la personne qui me le commande. Et voilà, le paiement peut se faire soit par virement, soit par un chèque. Je mettrai ton email dans les notes de l'épisode pour ceux qui veulent t'en commander. Oui, il n'y a pas de problème. Ouais. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour conclure cet épisode ?
Oui, achetez-le. Voilà, ça mérite d'être clair. Donc comme je le disais, je mettrai le lien, je mettrai ton email dans les notes de l'épisode pour ceux qui veulent commander un exemplaire de ce très beau livre. Écoute, merci à toi de m'avoir reçu, James. Merci. Et puis les auditeurs, je vous retrouve la semaine prochaine avec un épisode très sympa enregistré avec Maurice Ascani à Niamey. À très bientôt tout le monde, au revoir. Au revoir. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser une note. 5 étoiles, ce serait top, ou un commentaire pour améliorer notre référencement. Vous pouvez également nous soutenir via Tipeee, la plateforme pour laisser des pourboires aux créateurs de contenu.